Bonjour à tous, bienvenue dans les chroniques du Commander, c'est Ragun et aujourd'hui on va voir ensemble les cartes qui m'ont le plus impacté pour le format Commander sur l'édition de Strixhaven. Alors pour rappel, ce top, ça reste un top très suggestif en fait, c'est vraiment mon avis à moi sur des cartes que j'ai trouvées jolies, mais en aucun cas c'est forcément les meilleures cartes de l'extension pour le Commander. Pour moi ça reste un format qui est très fun, qu'on fait ce qu'on veut avec, et on n'est pas obligé forcément d'avoir tout le temps les meilleures cartes. Au contraire, je trouve que c'est vraiment l'endroit où on peut s'éclater et où on peut essayer de faire ressortir les bons comme le mauvais côté de Magic et le bon comme le mauvais côté des joueurs. Pour ce top, je vais commencer en fait par le top des maîtrises. Alors ils ont sorti 5 cartes qui sont plus ou moins chères suivant l'effet qu'ils font, mais ils ont aussi la particularité qu'on peut avoir un coût différent, on peut avoir un coût alternatif qui est pas si mal hein, quand même, quand on voit la maîtrise blanche par exemple qui à la base coûte 6 mais que ça peut coûter 4, ou la maîtrise bleue qui coûte 2x, 3x pardon, mais qui coûterait 3 à la place. Voilà, bon, c'est des coûts il y a une générosité en tout cas dans ce coût alternatif, mais qui se compense évidemment par un plus ou moins un défaut, qui est que on peut payer le coût alternatif si on donne quelque chose à l'adversaire. Je vais prendre par exemple la maîtrise verte qui dit que pour 6, on va chercher 4 cartes de terrain de base, qu'on va en mettre 2 engagées et 2 dans notre main. Et ben si on payait à la place 4, et ben on irait donner parmi les 2 terrains qu'on met dans notre main, en fait on va en donner une à l'adversaire qu'on va mettre sur son champ de bataille engagé. Je trouve ça très joli, en fait je trouve que c'est tous des très jolis designs, parce que ça permet en fait de pouvoir, politiquement déjà, si par exemple on va être dans la galère, si on sent par exemple que notre adversaire, un des joueurs va peut-être partir en fumée et va détruire toute la table dans son tour, on peut essayer de négocier genre ah tiens je te donne quelque chose, je pourris la table adverse, je te donne quelque chose, un échange, comme ça toi tu finis les autres et puis tu m'attaques pas. Donc du coup ça permet évidemment d'essayer nous de pouvoir repartir à notre tour, évidemment pour essayer nous de cette fois-ci de les gagner. Ça peut aussi être intéressant quand on voit qu'il y a quelqu'un qui est en problème sur la table. Je vais revenir beaucoup sur cette vidéo qui est sortie hier, mais en mardi soir en live et donc du coup hier sur le replay YouTube, on a fait une vidéo donc spéciale Strixhaven où on a utilisé beaucoup de cartes volontairement. On avait volontairement mis un level qui se correspondrait à 6-7, qui est le level un peu plus évolué qu'un préconstruit, mais qui fait rentrer quand même pas mal de cartes intéressantes et peut-être quelquefois des combos un peu lentes. Et du coup, on a fait rentrer beaucoup de cartes de l'extension et beaucoup de ces cartes de maîtrise ont été jouées justement, et notamment la maîtrise bleue et la maîtrise verte par H, qui a permis à Major des Nuls, en fait, qui était vraiment en difficulté de terrain, bah, du coup, d'avoir des terrains, de pouvoir piocher, enfin en tout cas d'avoir des trésors du coup pour avoir du mana, mais aussi de regarder pour pouvoir justement enlever ou mettre en place ce qui pouvait l'intéresser. Donc voilà, c'est des cartes qui sont hyper cool à ce moment-là, parce que si on a une table qui commence à être un peu déséquilibrée, parce qu'il y a bah, justement il y a quelqu'un qui son jeu marche pas, il a pas de terrain, il pioche rien, ou voilà, pour différentes raisons, on a quelqu'un qui est un peu plus frustré intérieurement parce qu'il il peut pas faire le plein potentiel de son deck. Bah, du coup, c'est des cartes qui bah, du coup, peuvent le permettre du coup, de le faire ressortir et d'apprécier finalement à la fin la partie de cartes, parce qu'il va pas se dire ouais, bah, j'ai rien fait, je vous ai regardé jouer. Là, c'était bah, en fait, j'ai rien fait. À ce moment-là, par contre, il s'est passé une maîtrise, on m'a filé quelque chose sur une maîtrise, et du coup, après, ça a été un peu mieux et c'était super cool quoi. Donc voilà, moi je trouve que c'est des beaux designs, ça rentre pas forcément partout, ça rentre pas dans toutes les tables, parce que au niveau un peu plus évolué, compétitif, tout ça, c'est pas très intéressant. Mais voilà, pour des levels un peu plus tranquilles, en mode kitchen table, voilà, où on s'embête pas et on se fait plaisir les uns les autres et on essaie que tout le monde passe un bon moment. Je vais revenir aussi vite fait sur les commandements. Du coup, les 5 commandements qui manquaient, les couleurs ennemies. Pareil, c'est des cartes qui sont hyper intéressantes, que ce soit le rouge-blanc qui est un peu cher, mais qui a vraiment beaucoup de possibilités, jusqu'au vert noir en fait, qui est très très peu cher et qui permet beaucoup par contre de stabilité sur un deck par exemple où on irait sur des levels peut-être 8-9, voire même plus, du coup qui va permettre vraiment de creuser un peu notre bibliothèque, détruire un des permanents qui coûte 2 ou moins, non créature, donc créature non terrain. Autant 6-7 c'est peut-être pas très utile, mais autant level 9 il y a quand même pas mal de cailloux, on va peut-être détruire le Sol Ring adverse. Enfin, voilà, c'est une carte qui est vraiment intéressante. J'aime bien ces 5 commandements parce que du coup on peut l'utiliser à tout niveau de commander,
et à tout niveau ils font de la magie en fait. Et c'est ça qui est super cool en fait. C'est vraiment, on peut prendre n'importe lequel et ça va bien se passer. Hormis peut-être à la rigueur le blanc noir qui est rituel, qui fait des choses un petit peu à moitié. Je trouve que les quatre autres en tout cas s'en sortent super bien. Ils permettent de faire, on pas renverser la partie, on est d'accord. C'est pas non plus des game breakers de format, mais c'est des cartes qui sont intéressantes, qui sont ultra polyvalents. Ce qu'on aime bien aussi dans le Commander, c'est d'avoir des cartes qui peuvent faire du 2 pour 1 ou qui peuvent allier deux problèmes ensemble. Que typiquement, Dilacéré qui permet de coller 3 blessures à une créature et qui permet de détruire un enchantement ou un artefact. Voilà, ça c'est des cartes qui sont intéressantes parce que justement on peut les avoir on peut les avoir on peut les mettre, on peut se permettre de les mettre cette fois-ci dans notre deck, là où avant on n'aurait peut-être pas voulu parce qu'on n'a pas envie de mettre juste un simple désenchantement, un simple naturalize. On a envie de mettre du coup quelque chose qui peut faire deux choses justement, parce que si on a une carte qui ne peut pas détruire d'enchantement ou d'artefact parce que par le plus grand des hasards il n'y en a pas sur la table, c'est ce qui est bizarre aussi, j'en conviens. Bah du coup en fait on va pouvoir en fait avec ce type de carte se dire qu'on peut la rentrer parce qu'au pire des cas, si on peut pas détruire un artefact ou un enchantement, on peut détruire une créature. Dernier top 5, j'ai envie de dire que je retiens sur les commandeurs, c'est bien sûr les dragons légendaires. Alors les dragons ancestraux, très cher, on va pas se le cacher, hein, quand il y en a déjà au moins 2 sur 5 qui coûtent 7, ça commence à piquer. Après, leurs effets sont hyper intéressants. Ça, c'est cool. Bon, évidemment, hein, c'est vraiment pour du Magic pas très gros, parce que après on pourra retenir, si on peut quand même retenir au moins un des dragons qui peut se jouer un peu en level un peu plus élevé, qui est le Prismari, finalement la 3-4 pour 4 vol, qui quand elle arrive en jeu met un jeton au trésor, et tous nos artefacts on peut les engager pour faire du mana. Bon, des artefacts en fait si on les joue déjà de base c'est pour faire du mana, donc c'est vrai que c'est un peu redondant. Après là ils peuvent faire ce qu'on veut comme mana, donc c'est pratique, ça permet de jouer peut-être des petits cailloux qui feraient que de l'incolore, et du coup quand le Prismari arrive en jeu, du coup ils sont beaucoup plus polyvalents. Qu'est-ce qu'il y a d'autre en plus d'intéressant? Moi, celui que j'aime le moins, c'est Quandrix, parce que la mécanique des compteurs me donne pas forcément envie. Mais je pense je pense qu'il a sa place dans un deck vraiment qui serait dédié. C'est juste que moi, j'ai pas vraiment d'affinité avec celui-là. J'aime beaucoup le Force Sapiens, mais il est très cher. Mais au fait, ça permet de fonctionner. En fait, ce que j'aime bien, j'aime bien le Force Sapiens, j'aime bien le Plume Argent. J'aime bien le Flestruffler et également parce qu'en fait, c'est trois dragons qui vont fonctionner sans forcément. Ça va pas être au début de l'entretien. Ça va être au début de notre entretien. Le Force Sapiens, il dit que c'est à chaque fois qu'il attaque, mais en fait, il a la célérité, donc c'est cool. À moins qu'il ait un problème, du coup, il peut le faire dans ce tour-là. Shadrix, Plume Argent, en fait, c'est au début de notre attaque. Donc, du coup, même s'il arrive en jeu, il a pas la célérité, mais en fait, on va quand même faire ses effets. Et on a le Flestroffer qui dit qu'il a assez à chaque entretien, donc ça c'est super cool parce que à chaque entretien, on va mettre une 1-1, et donc du coup quand ça va être notre tour, on va se retrouver avec 4-1-1 qu'on peut sacrifier pour gagner des points de vie. Donc voilà, par contre c'est des dragons qui coûtent un peu tous cher. Shadrix, si vous avez pu voir, du coup je vais revenir beaucoup je pense sur cette vidéo, mais si vous avez pu voir, vous verrez que jouer même en 6-7, une carte qui coûte 5, c'est pas un souci. Et franchement c'était super cool, et j'admets que j'ai quand même nerfé un petit peu le truc parce que j'ai tellement décollé rapidement que j'ai pas eu envie de trop frustrer les gens, de faire un board complètement immonde tout le temps. Donc j'ai plutôt essayé d'être un peu politique avec ce dragon. Ce qui l'induit finalement, hein, toute la partie, j'ai été quand même en train de dire bon voilà, est-ce que si tu m'attaques pas, je te fais piocher, ou je te mets une baisse, je te mets des marqueurs, enfin bref. Ça a été toujours un peu ça, c'était super cool de jouer justement ce dragon, pour ce côté-là justement où c'est très variant. Le Force Sapiens et le Flestroffer, je pense que c'est aussi, ça peut être assez cool. Après, c'est moins politique, donc c'est beaucoup plus envers nous. Donc, mais ça amène des stratégies qui sont intéressantes. Voilà. Globalement, je trouve que les 5 dragons sont quand même assez cool. Mais bon, ça se joue, c'est sûr que ça se joue pas partout, mais ils sont vraiment top. Je vais continuer là, cette fois-ci, on va vraiment rentrer dans le top des cartes que je trouve les plus rigolotes, ou que je trouve les plus. Que je trouve c'est des jolis designs. Il y a beaucoup de cartes. J'ai cité tout à l'heure Dilacéré par exemple. Il y a beaucoup de cartes dans l'extension qui sont très versatiles. Beaucoup de cartes bicolores qui sont vraiment très, très bien. J'ai juste retenu voilà, les cartes qui me semblaient le plus intéressant, qui me semblaient rigolo d'en discuter. Après pour le reste, voilà, je vous laisse dire en commentaire et en description ce que vous avez trouvé de top dans l'extension. Dites-le moi, ça peut être intéressant. Peut-être qu'il y a des cartes que j'ai pas vues justement et que je vais me dire ah mais ouais c'est vrai que ça c'est super cool à jouer. Voilà, n'hésitez surtout pas. J'ai fait un panel, j'en ai pris quelques-unes. J'ai juste expliqué un peu rapidement pourquoi moi je les trouve assez intéressants. Je vais commencer par du coup une petite rare, tiens.
petite rare. J'ai commencé par l'Archimage Émérite, donc c'est une 2-2 pour 4. À chaque fois qu'on joue ou qu'on copie un éphémère ou un rituel, on pitch une carte. Moi j'adore cette petite carte là parce que c'est une carte qui elle est très faible en défense, hein. Elle a 2 de défense, donc c'est voilà. Elle peut très très vite quitter la table, mais c'est une carte qui finalement, en fait, on va jouer un rituel ou un éphémère, on va piocher. Voilà. Bon, c'est très simple finalement. On va jouer des petites cartes, on va piocher beaucoup, on va faire pour peu qu'on fasse du mana, voilà, hop, ça part en combo, ça part en synergie, on pioche beaucoup de cartes et voilà. Et du coup, peut-être qu'à un moment donné, on va pouvoir faire de la belle magie. Moi j'aime bien cette carte là, je trouve que elle est super top. C'est une carte qu'on aime dans bleu. C'est une carte qui en fait, vu qu'elle n'est pas impactante au début, puisque ça reste une 2-2, et qui coûte cher quand même à mettre. Voilà, peut-être que sur la table il va se passer autre chose. Et les gens vont être focus. Les gens vont regarder en fait ces cartes, ils vont se dire waouh, attention, il va piocher beaucoup. Mais finalement, comme c'est une créature, on peut aussi se dire ah mais c'est pas grave, voilà, quand on voudra. Là, on a d'autres soucis à régler. Il y a le monsieur là-bas, le méchant, il a vraiment une grosse carte. On a vraiment envie de la gérer. Et voilà. Et au pire des cas, si on se la fait si on se la fait focus et qu'elle se détruire, on peut faire non mais dis non, arrête, c'est une 2-2 quoi, fais pas ça. Donc ça je trouve que c'est cool, je trouve que c'est rigolo. Je pense que c'est une carte qui en fait quand elle est sur table, si évidemment elle est pas gérée tout de suite parce que des gens prennent peur pour cette carte là, je pense que c'est une carte qui se rentabilise largement, qui peut nous faire piocher 2-3 cartes. Et au moment donné où ça peut être critique, peut-être qu'on peut justement piocher la moitié de notre deck et finir les adversaires comme ça, juste parce que cette carte là est là et que sans rien faire il nous fait piocher. Seconde carte que j'aime bien, alors je l'aime bien, je pense par contre, limite je la trouve effectivement beaucoup plus vénère que l'autre, parce que du coup l'autre fait piocher, mais celle que je vais dire propose du mana. Et ça, là, le mana, on sait très bien qu'en Commander c'est compliqué. C'est l'artiste au four à tempête. Donc pour 4, on a une 2-2, hein, voilà, on retrouve un peu les mêmes stats, sauf que là c'est une unco. Elle gagne +1/+0 pour chaque artefact qu'on contrôle, et toujours la sorcellerie, à chaque fois qu'on joue ou copie un éphémère en rituel, on va créer un trésor cette fois-ci. Alors, je l'aime bien, j'aurais vraiment préféré que le +1/+0 devienne plutôt +0/+1, parce que clairement c'est une bestiole qui peut vraiment dégénérer en Commander et faire vraiment plein de trésors, sauf qu'en fait nous ce qui nous intéresse sur le nain, c'est pas d'attaquer avec, c'est de le garder. Parce que du coup, en fait, ça nous intéresse beaucoup plus d'avoir une 8-10, une 2-10 par exemple, qui va pas forcément attaquer, mais on s'en fiche, elle est là juste pour créer des trésors, plutôt qu'une 10-2 qui du coup, en fait, c'est cool, hein. Si on attaque, elle meurt, si on bloque, elle meurt, par contre on emporte quelque chose en face, mais en fait on s'en fiche de ses stats de force et de défense. Ce qu'on voulait, ce qu'on veut, nous, c'est les trésors. Donc pour ça, c'est un peu dommage. Mais on comprend pourquoi elle est unco, parce que si elle serait rare, ça aurait peut-être été l'inverse, justement, et ça aurait été complètement pété. Mais j'aime beaucoup cette carte-là. Je pense par contre qu'effectivement, elle va plus difficilement rester sur le board que l'autre. Mais si elle peut nous faire 2-3 trésors, c'est quand même super cool et c'est quand même rentabilisé un petit peu. Pareil, on va rester dans la petite unco noire, le chasseur de mages, pardon. Pour 4, une 3-4, donc déjà on a un body qui est beaucoup plus intéressant. Parce que ça résiste à beaucoup plus de choses, et ça dit qu'à chaque fois qu'un adversaire lance ou copie un sort d'éphémère ou de rituel, il prend un point de vie. Voilà, écoutez, ça c'est clairement les gens qui veulent abuser, qui veulent abuser de l'archimage, qui veulent abuser de l'artiste. Voilà, vous voulez partir en cacahuète et piocher vos cartes ou mettre plein de trésors, ok, pas de souci, vous prenez un à chaque tour. Voilà. Enfin, à chaque fois que vous lancez un sort, vous prenez un. Ça c'est hyper cool en fait, j'aime beaucoup la carte. Je pense que la carte elle peut être jouée même déjà peut-être un petit peu plus haut que ce qu'on avait fait mardi. Parce que du coup c'est un beau body et c'est pareil, c'est des sorts passifs en fait, c'est des capacités passives qui fonctionneront en fait tout le temps. En fait, tu vas jouer un sort d'éphémère ou de rituel, ok, attends, tu vas prendre un point de vie. Tu veux dupliquer le sort, ok, voilà, tu veux me faire un Chain of Smog infini, ok, tu vas prendre déjà tes points de vie. Donc bon, voilà, je trouve que ça peut pas aider sur un Chain of Smoke en général, mais ça va. Pour le reste, c'est assez cool et c'est pratique en fait parce que on fait rien sur le board et en fait le chasseur il travaille tout seul. Et c'est au détriment des adversaires qui en fait vont se dire mince, faut que j'arrête un petit peu de faire ça parce que je commence à me pinguer de plus en plus. Donc voilà, petite unco sympa, je trouve qui raviront les tables. Je reste dans le noir et je vais prendre une rare qui s'appelle l'envoûteuse de Tourbejon. Donc pour 3, c'est une 3-2 menace. Parade, donc qui dit que à chaque fois qu'elle est la cible d'un sort ou d'une capacité, en fait, elle est contrée sauf si on paye 3 points de vie. Et elle a elle-même sorcellerie, à chaque fois qu'on lance un éphémère ou un rituel, on va on va mettre un parasite 1-1 vert noir qui, quand il meurt, va faire gagner un point de vie. Alors j'aime beaucoup cette carte pour plein de raisons. Déjà, elle punit l'adversaire s'il veut la gérer. Bon, c'est que 3 points de vie, on est en 40, on voit le truc venir. C'est sûr que c'est pas la même chose, mais j'aime beaucoup ce principe-là. Menace, ça peut passer, on sait jamais. Ça peut être décisif pour aller chercher un arpenteur, pour aller récupérer un monarque, par exemple.
pour plein de choses, voilà, je trouve que c'est intéressant. Et en plus, toujours pareil, sorcellerie, ça a un effet passif. J'adore sorcellerie pour Commander. C'est un peu dommage, il y en a vraiment qui sont. Soit des cartes sont abusées, soit des cartes sont pas assez fortes. Mais globalement, j'adore ce genre évidemment de capacité où c'est complètement statique, on fait rien, et en fait ça fonctionne tout seul. Et celle-là, elle est super cool parce qu'en fait, elle nous remplit un board. On fait rien, on fait juste que des sorts. On fait genre un anti-bête à un adversaire. Tiens, je vais gérer une tête bête. Bah, en conséquence, je mets aussi une bête à moi. C'est une petite 1-1. Mais du coup, c'est un bloqueur potentiel, c'est un gain de point de vie potentiel. C'est un moteur à sacrifice potentiel parce que du coup, ça nous permet d'avoir des créatures à mouliner pour une quelconque carte sacrifice. Donc, je trouve que c'est assez cool. Voilà. Je sais pas vraiment à quel niveau ça pourra être joué, dans quel deck ça peut être joué, mais je trouve que la carte elle était intéressante et je vais clairement l'essayer dans tous les decks noirs en fait qui veulent abuser soit des créatures, soit avec des arrivées de jeu. Typiquement les blancs noirs qui font gagner des points de vie, ça peut être cool, ça fait des arrivées de jeu et tout, c'est sympa. Soit bah, du coup des trucs à sacrifice sur Hôtel Lachnode, Hôtel Phyrexian, enfin, voilà, bon. Voilà, plein de stratégies qui tournent évidemment autour de la sacrification. La carte est vraiment intéressante, je trouve. C'est fini pour le monocolore, on va passer au multicolore. Petite carte Boros. En rituel pour 4, on va renvoyer dans notre main jusqu'à une carte d'artefact, d'enchantement, d'éphémère, de rituel ou et d'une carte d'arpenteur depuis notre cimetière de notre main et on exile reconstruire l'histoire. Voilà, le nom de la carte. Bon, j'aime bien. En fait, en vrai, en Boros, on n'a pas grand chose qui le font. C'est plutôt quelque chose qui est dédié au vert, sans la particularité de devoir exiler la carte. Mais c'est quand même quelque chose qui est propre au vert de devoir récupérer des cartes de notre cimetière, que ce soit sur le dessus de la bibliothèque ou dans notre main. Là, c'est super cool parce qu'en fait, pour 4, on peut faire du 1 pour 5, typiquement, et tout ramener dans notre main. Et on se fait et on reconstruit et on repart. Donc c'est un très bon ajout pour Boros, je trouve, qui a tendance justement à s'essouffler, très vite vider sa main. Et du coup, c'est une carte qui va permettre bah, de récupérer, pas forcément 5 cartes, parce que ça, c'est vraiment en fin de partie et tout. Et bon, bah, c'est quand même assez cool. Mais même en milieu de partie, finalement, quand il nous reste plus que 2 cartes en main, on joue ça et puis on va au moins récupérer 2-3 cartes. Donc c'est très bien, ça permet de remettre un peu de fuel à la machine et de repartir en fait. Et du coup, c'est pratique parce qu'il n'y a plus que le commandant qui est récursif, il peut y avoir aussi les cartes de notre cimetière. Et toujours pareil, je vous invite à regarder le replay de vendredi parce que franchement, vous pourrez voir cette carte-là en action et ça a été assez décisif, en tout cas pour le joueur. Encore une petite carte multi, très esthétique, le design est l'image est très jolie. C'est double spécialisation pour 2 en simic vert bleu. En éphémère, on va copier un sort de créature ciblée qu'on contrôle, excepté qu'il n'est pas légendaire si le sort est légendaire. Donc voilà, donc on peut copier notre général, typiquement. C'est ça ce que ça veut dire. Pour 2 en éphémère, je copie mon général. Et attention, il y a du boui x2 qui va se passer. Donc là par contre c'est super cool, j'aime vraiment ce petit design, j'aime bien cette carte, elle est super jolie, je trouve elle est très esthétique, très harmonieuse. Et voilà, je trouve que c'est cool. On joue souvent en Commander des généraux pour. En tout cas, moi personnellement, je me base beaucoup sur mon général. Je me base pas sur les couleurs. Quand j'ai envie de faire un deck, je me base vraiment sur le général, sur les capacités qu'il fait et ce que ça peut produire, soit sur mon deck, soit sur la table. Et avoir cette particularité qu'en fait, bah, je peux en avoir 2 en même temps, au même moment, et bah c'est ultra cool quoi. Vous basez votre général là-dessus, c'est complètement débile. Vous pouvez prendre Kinan qui doublait, enfin vous dupliquez un Kinan, c'est pas géré sur la table, c'est tout produit de 3, enfin vos cailloux produisent 3 mana au lieu d'un seul, enfin c'est complètement débile. Si vous voulez jouer en beaucoup plus fun, vous pouvez jouer Koma au début de chaque entretien, je vais mettre deux serpents, ça vous va? Du coup, vu que j'ai 2 grands serpents, bah, je peux en supprimer un seul pour protéger le premier. Enfin voilà, et du coup ça part en cacahuète, ça c'est complètement débile. Donc rien qu'en bicolore simic, il y a déjà des généraux qui sont hyper fun à utiliser avec cette carte là. Donc voilà, j'aime vraiment beaucoup la carte. Je pense qu'elle sera jouée, en tout cas, bon bah moi je la joue parce que moi, je trouve que c'est très joli. On finit avec le top sur des petites cartes, sur une carte que j'ai trouvée très rigolote aussi également. C'est toujours dans l'idée, bah voilà, on va retrouver un petit peu le côté de ben c'est l'adversaire de choisir. On pense toujours à étude heuristique. Par exemple, bah en fait il va jouer un sort, tu payes un de plus ou je pioche une carte. Bah là c'est pareil, il y a l'archaïque errant, une 4-4 pour 5, c'est à chaque fois qu'il joue un sort d'éphémère ou de rituel, il peut payer 2, et s'il fait pas, eh ben on peut choisir de copier son sort. Donc c'est super cool en fait, c'est très cher, c'est téléphoné à 1000 lieues, et en plus c'est une créature donc ça peut être géré beaucoup plus facilement, mais j'adore, c'est super rigolo quoi. La carte est un peu bizarre d'ailleurs, hein. Visuellement elle est un peu bizarre, mais je trouve que la carte elle est super rigolote et voilà. J'ai essayé de la mettre, je l'ai pas ouverte, mais j'aurais bien voulu voir ce que ça donne. Elle est aussi flip card, on peut la flipper, donc pour 3, on peut faire que chaque joueur va regarder les 5 cartes du dessus de sa bibliothèque, révéler une carte de terrain et ou d'éphémère rituel, mettre les cartes révélées
dans le dessous de la bibliothèque et mettre le reste dans la main. Et chaque joueur va gagner 3 points de vie. Bon, voilà. Ça c'est un petit coup. Ça c'est bien. Si on veut être généreux à la table, bah allez, allez-y. Tenez, je vous refais une petite main. Vous allez tous gagner 3 points de vie. Là, c'est pour moi, c'est cadeau, c'est du bonheur. Mais en vrai, l'archaïque errant, il est très bien tout seul. Hein. On finit la petite vidéo avec mon top des commandants. Pareil, c'est subjectif. Il y a des mieux, il y a des pires, peut-être que là, ceux-là sont pas ouf. J'ai bien aimé en fait leur capacité, donc c'est pour ça que je me permets de les retenir et du coup de les citer. Toujours pareil, n'hésitez pas si vous en avez vu qui vous ont beaucoup plus tapé dans l'œil que moi, n'hésitez pas à faire un retour dans les commentaires pour partager, vos avis sur cette vidéo, quoi, ça me fera plaisir. Petit top 5 du coup, je vais commencer mon top 5 avec Kylian, dueliste d'encre. Alors c'est une 2-2 pour 2, lien de vie menace, les sorts qu'on joue qui ciblent des créatures coûtent 2 de moins à jouer. Moi j'aime bien, c'est un petit général pas cher, c'est un blanc noir, ça a lien de vie menace, ça a les bonnes capas qu'on a envie. Ce qui est pratique, c'est que si on veut le booster par exemple, ça coûte moins cher, si on veut détruire des créatures adverses, ça coûte moins cher. Donc c'est voilà, j'aime beaucoup la carte en fait parce qu'elle permet justement d'avoir peut-être une autre façon de jouer blanc noir, qui est du coup d'aller chercher des sorts, vraiment beaucoup de sorts en fait qui sont peut-être très chers et du coup du fait qu'ils coûtent 2 de moins, ça coûte un peu moins cher. Et peut-être en profiter justement un peu mieux. Donc voilà, j'aimais bien le général. Top 4, je vais prendre Uvilda, doyenne de la perfection, et son opposé, Nassari, doyen de l'expression. Alors j'aime beaucoup cette carte parce que j'aime beaucoup les sorts en fait, voilà, les trucs un petit peu gratos. On y a, ça reprend un peu Kylian, mais du coup c'est vraiment bleu rouge pardon. C'est vraiment bleu rouge et du coup on est vraiment dans les thématiques qui sont propres vraiment au spell. Donc Uvilda, elle dit que c'est une 2-2 pour 3, on peut l'engager pour exiler une carte d'éphémère ou de rituel de notre main avec 3 compteurs perfectionnement sur elle. Et au début de notre entretien, en fait, on peut retirer, si la carte est exilée, on retire un marqueur perfectionnement, et quand le dernier marqueur est arrivé, on joue la carte exilée, et elle coûte 4 de moins à jouer. Donc ça rappelle évidemment la suspension, à part que là c'est pas gratuit, il faut quand même payer le coût de la carte, mais 4 de moins. Là je pense tout de suite à des cartes typiquement perspicacité surabondante, c'est un rituel pour 7 dont 3 bleus qui fait que le joueur ciblé pioche cette carte. Bah voilà, c'est typiquement Uvilda, c'est une carte qui va nous permettre de jouer cette carte-là dans notre commander parce que du coup elle va plutôt coûter que 3 bleus. Et 3 bleus piocher cette carte, c'est quand même sacrément cool. Surtout que typiquement, tour 4, on l'exile, 3 marqueurs, ça va arriver à peu près en même temps. Et du coup, au lieu de se mettre le foot tap pour jouer cette carte qui va nous faire piocher cette carte, du coup on va garder 4 mana potentiels en backup et on va pouvoir jouer des sorts avec. Nassari de l'autre côté, une 4-4 pour 5. Au début de notre entretien, on va exiler la carte du dessus de notre bibliothèque de chaque adversaire. Au début de notre entretien, on va exiler la carte du dessus de la bibliothèque de chaque adversaire. Et jusqu'à la fin du tour, on peut lancer les sorts exilés et on peut dépenser du mana comme si c'était n'importe quelle couleur. Ça, c'est super cool. Et à chaque fois qu'un sort est lancé depuis l'exil, on peut mettre un marqueur +1/+1 sur Nassari. Voilà. Bon, c'est une 4-4 qui grossira. Ça joue les cartes adverses. On adore jouer les cartes adverses. C'est super rigolo, moi j'adore. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai retenu la carte aussi. Donc autant Uvilda, j'adore pour le côté, on peut jouer des gros spells. Et autant de l'autre côté, j'aime bien aussi parce qu'on peut jouer aussi le spell des autres, si pour peu que c'est un peu naze de notre côté au niveau de notre main. Top 3, je mets Cody. On rentre pareil, on est encore dans cette thématique de jouer des spells un peu chelous et tout. C'est une 1-4 pour 3 qui fait qu'on peut pas jouer de sort de permanent, mais c'est pas grave, on pourra jouer quand même des terrains. Pour 4 on engage, on va ajouter un mana générique de chaque couleur. Quand on va lancer notre prochain sort, en fait, on va exiler les cartes de notre bibliothèque jusqu'à ce qu'on exile une carte d'éphémère rituel avec une valeur de mana inférieure à ce sort, et jusqu'à la fin du tour, et on peut la lancer sans payer son coût de mana, et on met le reste sur la bibliothèque. C'est un général qui déconne, voilà, on peut faire du boui-boui, c'est un peu sur le top, on est toujours un peu en train de se dire ah, qu'est-ce qui va se passer, bam, une colère de dieu, voilà c'est bon, je perds Cody, c'est pas grave, c'était rigolo, je vais pouvoir jouer mon sort ensuite. Ou d'autres cartes, voilà, j'ai pas vraiment d'idée de comment le monter, je me poserai 5 minutes, je saurai comment le monter, et ça serait hyper rigolo à la table je pense, et moi c'est ce que je recherche dans le Commander, c'est qu'on s'éclate sur une table de Commander, c'est pas chercher toujours la perfection et la compétition, j'aime bien qu'on se pose autour d'une table, et qu'on rigole bien sur une après-midi. Et typiquement, Cody il répond à cette volonté-là. Top 2, je mets Offri le Spectre Forge. Alors Offri c'est une 4-5 pour 5 qui est un nain éclair et qui dit que les esprits qu'on contrôle ont +1/+1 effectivement et célérité. Et à chaque fois qu'une autre créature non jeton qu'on contrôle meurt, on l'exile. Si on fait ainsi, on met une copie de cette créature qui devient un spirit, un esprit. Et quand cet esprit meurt ou quitte le champ de bataille, bref, on ramène la carte originale qui était dans l'exil dans le cimetière. Voilà.
Donc pour ceux qui ne l'ont toujours pas vu, la game de mardi soir de Special Strixhaven a été jouée et il y avait un Offrey qui a fait de la très grande magie. C'était impressionnant. Le deck a tourné comme c'était pas possible. Il s'en sortait à chaque situation. Il a bien poché, hein. Il faut reconnaître qu'il a quand même très bien pioché, mais c'était impressionnant, le deck était assez résilient, ça propose beaucoup de choses, on n'est pas obligé, du coup, moi j'étais parti sur un espèce de thème esprit, mais en fait on n'est pas obligé de faire un thème esprit, puisqu'en fait on peut prendre des créatures qui ont des arrivées de jeu, et en fait bah, on va les faire revenir, ça va faire beaucoup ça va faire beaucoup de choses, donc il y avait ça, ça permet aussi de ramener des espèces d'esprits un peu sortis du fin fond de Magic, comme vous pourrez voir sur le replay. Et c'était hyper cool en fait de voir ce général tourner. J'étais hyper surpris. Je le mettais plutôt en top 5 et en fait grâce à ça, bah, il atteint le top 2 finalement de mes cartes de mes cartes préférées, de mes généraux préférés de l'extension. Et je pense que ça sera hyper fun pour jouer pour vous et pour votre table de jeu. Top 1, donc je sais que je dis que je suis pas trop dans le compétitif et que j'aime bien m'éclater, mais j'aime bien quand même aussi relever des cartes qui sont potentiellement débiles. Augusta, doyenne de l'ordre, et Plarg, doyen du chaos, c'est typiquement ça. On est sur déjà deux généraux, donc c'est une carte modale, qui sont pas chères. Plarg, c'est une 2-2 pour 2, on l'engage, on défausse une carte, on pioche une carte. Pour 5, on engage, on va révéler le top du dessus de notre bibliothèque jusqu'à ce qu'on révèle une carte non légendaire, non terrain, avec une valeur de mana inférieure ou égale à 3, et on peut la lancer sans payer son coup de mana. Voilà, bon, ça amène forcément un build un peu intéressant. De l'autre côté, on a Augusta. Augusta, très très forte, c'est une 1-3 pour 3. Les autres créatures engagées ont +1/+0, les créatures dégagées ont +0/+1. Et en fait, à chaque fois qu'on attaque, on va dégager toutes les créatures qu'on contrôle, enfin n'importe lesquelles, et on va engager n'importe quel nombre. Voilà. Donc en gros, c'est typiquement ça. C'est en fait, on va engager, on peut faire des conneries, typiquement. On va engager, on n'est même pas obligé d'attaquer. C'est genre juste, on engage, on fait, je sais pas, par exemple, on engage, on fait un mana avec un elfe, on fait un mana, on le dégage, voilà. Voilà, on peut faire, bah, par exemple, une Mother. Je vais engager, je vais dégager la Mother, ou voilà, vu qu'on joue rouge, on peut aussi jouer d'autres cartes rouges qui sont comme ça. Il y a beaucoup plus de cartes en fait. Enfin, pareil, j'ai toujours pas de liste et j'ai pas cherché, mais je sais très bien que c'est une carte complètement débile qui peut permettre des combos infâmes et de partir très très rapidement en cacahuète. Donc voilà, j'ai quand même pris le temps de la noter, même si c'est pas une carte que je jouerai forcément parce que ça va trop vite pour moi et on n'aura peut-être pas le temps d'apprécier la table. Je trouve que c'est une carte qui est hyper intéressante à voir et que justement pour ceux qui aiment un peu jouer un peu plus nerveux finalement, pas que les parties durent très longtemps, je trouve que cette carte là elle mérite complètement qu'on s'y intéresse et qu'on essaie de builder quelque chose autour. Voilà, c'est fini, le top est fini. Bon bah voilà, comme je l'ai dit, c'est des cartes que j'ai trouvé notables de discuter. Il y a des choses qui me plaisent à moi, que j'ai trouvé que je jouerais, il y a des choses qui me plaisent moins, mais que je trouvais que c'était intéressant d'en discuter. J'ai raté plein de cartes évidemment. N'hésitez pas à me sermonner en commentaire évidemment et me dire ce que vous trouvez bien dans Strixhaven comme extension. Évidemment, fait notable, je n'ai pas parlé de Liliana, je n'ai pas parlé de Professeur Onyx, pardon, et je n'ai pas parlé de Chain of Smog. C'est quelque chose que je trouve pas très intéressant à jouer. C'est intéressant pour finir une game, donc c'est intéressant peut-être de l'avoir dans un deck, mais c'est pas très rigolo de la jouer. On en a parlé déjà dans d'autres vidéos, que ce soit dans celle du Duel Commander ou celle dans l'explication des boosters, où on trouvait que c'était un petit peu le foutoir dans Magic en ce moment, en tout cas au niveau de Strixhaven. Voilà, je pense que tout est dit sur la combo. Clairement, si je la joue moi, c'est vraiment parce que je me dis il faut qu'il y ait quelque chose pour finir la table, donc je mets une combo. Ou si je veux être en compétitif, je vais mettre une combo. Je vais pas mettre Professeur Onyx, je vais mettre plutôt l'apprenti de Flestroffler. Mais voilà, c'est vraiment une carte comme ça que je trouve pas spécialement intéressante, mais que ça peut être utile de la mettre dans votre deck parce qu'à un moment donné, il faut que quelqu'un gagne et il faut que la partie se finisse pour pouvoir en recommencer une autre. C'est tout pour moi. N'hésitez pas à nous suivre, que ce soit sur Facebook, sur Twitter, le Discord si vous voulez venir avec nous pour discuter ou jouer en commander avec nous le mardi soir, ou si vous avez des problèmes de règles, ou si vous avez envie d'améliorer votre deck, ou d'avoir des questionnements, des échanges, bah, n'hésitez pas à venir. Et bien sûr, n'hésitez pas à nous suivre, que ce soit sur YouTube ou Twitch, pour ne rien rater de nos lives, de nos replays et de nos petites vidéos que l'on fait autour du Commander et de Magic en général. Je vous souhaite une très bonne après-midi, un très bon week-end, et c'était Ragun, et je vous dis à très bientôt chez les chroniques du Commander. Bye bye.